La neige martelait les murs de rondins comme de la chevrotine. Pourtant, ce fut un coup fragile et désespéré qui brisa réellement la solitude de Miranda Coulter. En tirant la lourde porte en chaîne vers l'intérieur, une rafale brutale d'hiver la projeta sur son plancher. C'était le fantôme d'une femme aux yeux cernés par le gel, tremblant violemment sous un manteau en lambeaux, beaucoup trop grand pour elle. Elle s'effondra à genoux, levant les yeux vers sa silhouette imposante. Puis-je me réchauffer près de votre feu? Murmura-t-elle, ses mots se brisant dans l'air glacial. Miranda ne se pencha pas pour l'aider. Au lieu de ça, son pouce arma lentement le chien de son Colt Dragoon. Vous pouvez, a-t-il râlé, sa voix grinçant comme des pierres de rivière. Mais il vous faudra enjamber l'homme que vous avez envoyé pour me tuer pour y arriver. L'hiver de 1883 dans les monts Bitterroot n'était pas seulement une saison, c'était un bourreau. Les habitants de la vallée l'appelaient la mort blanche. C'était le genre de froid qui ne se contentait pas de mordre la peau, il brisait les os et gelait les poumons en pleine inspiration. Pour Miranda Coulter, c'était exactement le genre d'isolement qu'il recherchait. Miranda était un homme taillé dans le granit, même des sommets qu'il habitait. Il n'était pas né homme des montagnes, mais la guerre de sécession et une désastreuse période de 5 ans comme agent de Pinkerton l'avaient dépouillé de toute la civilisation qu'il possédait. Maintenant, il menait une existence âpre à une altitude où même les pins semblaient peiner à respirer. Sa cabane, une forteresse de rondins emboîtée et de torchis, était perchée sur une crête surplombant un col dangereux, connu seulement de quelques trappeurs et d'hommes désespérés. Le feu dans l'âtre de pierre rugissait, projetant de longues ombres dansantes à travers la pièce sobrement meublée. Miranda était assis à une lourde table en bois, passant méthodiquement une pierre à aiguiser sur le fil d'un couteau de chasse. Ses yeux, d'un gris pâle délavé par la tempête, se tournaient parfois vers le coin de la pièce, où une bâche de toile recouvrait d'une forme bosselée et immobile. Cela faisait 3 jours que l'étranger avait tenté de loger une balle dans le dos de Miranda alors qu'il vérifiait ses pièges. L'étranger avait été rapide, mais Miranda avait été plus rapide. Un seul coup de sa Winchester avait mis fin à l'embuscade. Quand Miranda fouilla le corps, il trouva une étoile en fer blanc avec le nom d'Elias Higgins gravé au dos et un avis de recherche plié soigneusement dans la poche de poitrine de l'homme. Ce n'était pas le visage de Miranda sur l'affiche, cependant, c'était celui d'une femme. Puis on frappa. Le coup était faible, presque entièrement avalé par la tempête hurlante. Miranda s'arrêta, la pierre à aiguiser suspendue au-dessus de la lame d'acier. Il posa le couteau en silence. Dans ces montagnes, un coup à la porte pendu pendant un blizzard n'était pas une visite de voisinage. C'était soit un fantôme, soit des ennuis. Miranda se déplaça avec une grâce de prédateur, sortant le lourd Colt Dragoon de son étui mural. Il déverrouilla le lourd peigne de fer et tira la porte vers l'intérieur. Le vent hurla, projetant une nappe de neige blanche dans la cabane. Là, encadrée par la tempête aveuglante, se tenait une femme. Elle tenait à peine debout, ses genoux fléchissant à l'ouverture de la porte. Elle portait une robe à col haute en laine bleu foncé, raidie par la glace, et un lourd manteau d'équitation d'homme qui noyait sa silhouette fragile. Ses cheveux auburn étaient plaqués sur ses joues pâles, gelés en stalactites déchiquetées. Elle tomba en avant, se rattrapant sur le plancher brut. Elle leva les yeux, ses prunelles larges, terrifiées et vitreuses avec le début de l'hypothermie. « Puis-je me réchauffer près de votre feu? » murmura-t-elle, ses dents claquant si violemment que les mots étaient fracturés. Miranda se tenait droit, le pistolet pointé vers le bas, mais prêt. Il regarda son visage, puis déplia mentalement l'avis de recherche qu'il avait pris de la poche de l'homme. Le croquis était grossier, mais la mâchoire acérée et les sourcils arqués si distinctifs étaient identiques. Lily Montgomery, recherchée morte ou vive par l'autorité territoriale du Montana, avec une prime de 5 000 $. « Vous pouvez, dit Miranda, le timbre de sa voix complètement dénué de chaleur. Mais il vous faudra enjamber l'homme que vous avez envoyé pour me tuer pour y arriver. » Les yeux de Lily se tournèrent vers la lourde bâche de toile dans le coin. La lumière du feu attrapa le bord d'un pied botté dépassant du tissu rugueux. Elle ne cria pas, elle ne s'évanouit pas. Au lieu de cela, une vague complexe d'émotions déferla sur ses traits gelés, le choc, puis la reconnaissance, et enfin une résignation vide et amère. « Elias » souffla-t-elle, le nom s'échappant sur un nuage de vapeur blanche. « Si c'est son nom, dit Miranda,
refermant la porte d'un coup de pied contre la tempête et tirant le verrou. Le silence soudain dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par le crépitement du feu et la respiration saccadée de Lily. Il n'était pas très bavard, il a juste commencé à tirer. Je suppose qu'il était votre éclaireur ou votre bourreau. Lily essaya de se relever, mais ses bras la lâchèrent. Elle s'effondra sur le côté, son corps secoué de frissons incontrôlables. Il, il n'était pas mon homme, halta-t-elle, enlaçant sa poitrine de ses bras. Il me traquait. Tout comme vous? Je suppose. Miranda la regarda un long moment. Un chasseur de primes l'aurait laissé geler. Un homme impitoyable l'aurait abattu sur place et aurait attaché son corps à une mule pour les 5 000 $. Mais Miranda était un homme hanté par des fantômes, et il avait fait le vœu, il y a longtemps, de ne pas ajouter de femme sans défense à son cœur de regret. Il rengaina le colt, l'attrapa brutalement par le col du manteau trop grand et la traîna sur le sol vers l'âtre. Il ne le fit pas doucement, mais il le fit efficacement. Il la cala contre une selle qui reposait près du périmètre en pierre du feu. « Je ne traque pas les femmes, marmonna Miranda, attrapant une lourde couverture de laine de sa couchette et la jetant sur elle. Et je me fiche de la prime sur votre tête, mademoiselle Montgomery. Mais si vous essayez de sortir ce Derringer à crosse de nacre que je vois bomber dans la poche droite de votre manteau, je vous rejetterai dans la neige et laisserai les loups finir ce que le froid a commencé. » Lily se raidit, ses yeux rencontrant les siens. Lentement, avec des doigts tremblants et gelés, elle plongea la main dans sa poche. Elle sortit le petit pistolet à 2 coups et le fit glisser sur le plancher vers lui. « Mes mains sont de toute façon trop froides pour vous tirer dessus, Monsieur Coulter, » dit-elle, sa voix trouvant soudain un surprenant tranchant d'acier. Les yeux de Miranda se plissèrent. « Vous connaissez mon nom? »« Je sais beaucoup de choses, » dit Lily, penchant la tête en arrière contre la selle, fermant les yeux alors que la chaleur du feu commençait à décongeler violemment sa peau glacée. « C'est exactement pour ça qu'ils essayent de me tuer. » Pendant l'heure qui suivit, aucun d'eux ne parla. Le processus de décongélation après une hypothermie sévère n'est pas paisible. C'est un retour angoissant des sensations, une douleur brûlante alors que le sang se fraye un chemin dans les capillaires gelés. Miranda regarda Lily se tordre et gémir de douleur, n'offrant aucun mot de réconfort, seulement une tasse en fer blanc de café de chicorée bouillant, agrémentée d'une généreuse rasade de bourbon du Kentucky. Il s'assit en face d'elle, le feu illuminant les rides profondes de son visage, une carte de kilomètres difficile et de rencontres violentes. Il prit le temps de l'étudier. Sous la crasse, la glace et l'épuisement total, Lily Montgomery était une femme saisissante. Mais il y avait une dureté autour de ses yeux, une lassitude que Miranda ne connaissait que trop bien. C'était le regard de la proie. « Vous devez enlever vos bottes, » dit finalement Miranda, brisant le lourd silence. « Si vos orteils sont gelés, garder du cuir mouillé dessus fera pourrir la chair d'ici demain matin. » Lily ouvrit les yeux, le bourbon ramenant une légère couleur à ses joues d'une pâleur mortelle. Elle baissa les yeux sur ses lourdes bottes d'équitation, puis les releva vers lui. « Je ne sens pas assez mes doigts pour défaire les lacets. » Miranda laissa échapper une lente respiration, se leva et s'agenouilla devant elle. Il écarta ses mains quand elle essaya de l'aider. Ses grandes mains cailleuses s'attaquèrent aux lacets de cuir gelé et couverts de boue avec une efficacité experte. Quand il retira les bottes, puis ses bas de laine trempés, il inspecta ses pieds. Ils étaient rouges et irrités, mais les tissus n'étaient pas noirs. « Vous avez de la chance, » grogna-t-il, jetant les vêtements mouillés près du feu pour qu'ils sèchent. 1 kilomètre de plus dans cette tempête et il aurait fallu amputer. « Je ne crois pas à la chance, Monsieur Coulter, » dit doucement Lily. « Je crois à la survie. » Miranda se rassit sur sa chaise, se penchant en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Très bien, mademoiselle Montgomery. Le feu vous a réchauffé. Maintenant, je veux la vérité. Pourquoi une prime de 5 000 $ est-elle assise sur mon plancher et pourquoi un homme nommé Elias Higgins a-t-il essayé de me loger une balle? » Lily prit une lente gorgée du café corsé, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine. « La prime est un mensonge, ou plutôt, les accusations le sont. Ils prétendent que j'ai volé la paye de l'Union Pacific à Bozeman, abattu un garde, volé 30 000 $ en obligations au porteur. »« L'avez-vous fait? » »« Non, » dit Lily, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui le surprit. « Mais j'ai volé quelque chose de bien plus précieux. »
Continuez. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme nommé Josiah Hayes? L'expression de Miranda ne changea pas, mais le muscle de sa mâchoire tressaillit. Josiah Hayes était un nom qui inspirait la peur à travers 3 territoires. Il n'était pas seulement un baron du bétail ou un magnat des chemins de fer. Il était un faiseur de rois. Il possédait des juges à Helena, des shérifs à Virginia City et une petite armée de tueurs à gages qui imposèrent sa volonté avec une précision impitoyable. Si Josiah Hayes voulait une vallée, il la prenait. S'il voulait un homme vivant, l'homme disparaissait. J'ai entendu parler de lui, dit doucement Miranda. Les hommes qui le contrarient finissent généralement par nourrir les vautours dans les plaines alcalines. Mon père était l'un de ces hommes, dit Lily, sa voix se crispant. Arthur Montgomery. Il était arpenteur pour le territoire. Il a trouvé quelque chose que Hayes ne voulait pas qu'on trouve. Une anomalie dans les titres de propriété que Hayes utilisait pour forcer les éleveurs à quitter la vallée de Gallatin. Hayes n'achetait pas les terres. Il les volait par le biais de revendications frauduleuses appuyées par de faux sceaux gouvernementaux. Et votre père a essayé de vendre la mèche. C'était un homme honnête, dit Lily, une larme amère s'échappant enfin du coin de son œil, séchant instantanément dans la chaleur du feu. Hayes l'a fait pendre dans notre propre grange, prétendant que c'était des voleurs de bétail. Le shérif local a conclu à un suicide malgré les marques de corde sur les poignets de mon père. Miranda fixa le feu. L'histoire était horriblement courante dans l'Ouest. Le pouvoir dictait la vérité. Alors, vous avez décidé de jouer les justicières? J'ai décidé d'obtenir des preuves, le corrigea Lily, sa voix tombant à un murmure bas et féroce. J'ai trouvé un travail dans le domaine de Hayes à Helena. J'ai travaillé comme femme de chambre pendant 6 mois. Il y a 3 semaines, alors que Hayes recevait le gouverneur du territoire, je me suis glissé dans son bureau privé. J'ai trouvé son registre, le vrai, celui qui détaille chaque pot de vin, chaque acte falsifié et chaque meurtre qu'il a ordonné depuis 10 ans. Miranda se pencha en arrière, sifflant doucement entre ses dents. Ce registre le ferait pendre. S'il parvient aux marshals fédéraux à Cheyenne, oui, acquiesça Lily. Mais Hayes s'est rendu compte qu'il manquait le lendemain matin. Il a mis la prime sur ma tête pour s'assurer que tout homme de loi ou chasseur de primes qui me trouverait tirerait d'abord et poserait des questions ensuite. Il m'a accusé du vol de la paie pour justifier le prix. Et Elias Higgins? Demanda Miranda, désignant la bâche dans le coin. Le traqueur en chef de Hayes, dit Lily, un frisson la parcourant qui n'avait rien à voir avec le froid. Il me chasse depuis Bozeman. Il a dû comprendre que je me dirigeais vers le col pour passer en Idaho. Quand il a vu votre cabane, il a probablement pensé que vous me cachiez, ou il ne voulait simplement aucun témoin sur la montagne quand il me rattraperait enfin. Miranda se leva, arpentant les limites étroites de la pièce. Les implications étaient énormes. Il était venu dans les Bitterroots pour fuir le monde, pour oublier le sang qu'il avait versé en tant que Pinkerton, pour vivre une vie régie uniquement par les saisons et ses 2 mains. Maintenant, le monde avait littéralement défoncé sa porte. « Vous avez amené un ouragan à ma porte, Lily, » dit Miranda, sa voix dure. Si Hayes a envoyé Higgins, il ne l'a pas envoyé seul. Un homme comme Hayes ne laisse pas une affaire en suspens à un seul homme. Lily baissa les yeux sur ses mains. « Je sais. Je suis désolé, M. Coulter. Vraiment, je le suis. C'est juste que mon cheval s'est cassé la patte dans une congère à 3 miles en bas de la crête. J'ai dû l'abattre. J'ai vu la fumée de votre cheminée. C'était soit venir ici, soit geler. » Miranda cessa d'arpenter et la regarda. Dans la lumière vacillante du feu, elle paraissait incroyablement fragile, mais sous cet extérieur frêle se trouvait une volonté de fer. Elle avait infiltré l'antre d'un monstre, volé son bien le plus précieux et semé ses tueurs à travers une chaîne de montagnes gelées. « Où est-il? » demanda Miranda. « Où est-ce quoi? » « Le registre. Vous ne l'avez pas laissé sur le cheval. » Lily hésita. Elle plongea la main dans la doublure du lourd manteau d'homme qu'elle portait, ses doigts travaillant une couture cachée. Elle en sortit un épais livre relié en cuir, étroitement enveloppé dans une toile cirée. Elle le serra fort contre sa poitrine, un bouclier fait de papier et d'encre. « Si je meurs, ceci meurt avec moi, » dit-elle férocement. « Je ne laisserai pas la mort de mon père être vaine. » Miranda regarda du livre à son visage. Il avait passé sa vie à mener les guerres des autres, à saigner pour des causes qui, au final, ne signifiaient rien.
Il avait juré de ne plus jamais dégainer son arme pour la croisade d'un autre. « Gardez votre livre, » dit Miranda, se détournant d'elle et marchant vers la petite fenêtre. Le vent hurlait toujours, amoncelant la neige contre la vitre. « Vous pouvez rester pour la nuit. Demain, si la tempête se calme, vous partez. Je vous donnerai une paire de raquettes et assez de viande d'élan séchée pour atteindre la frontière de l'Idaho. Mais c'est tout. Vous n'êtes pas ma responsabilité. » Lily observa son large dos, son expression illisible. « Je ne vous ai pas demandé d'être mon sauveur, Miranda. J'ai seulement demandé votre feu. » Miranda ne répondit pas. Il se contenta de regarder fixement le néant blanc et aveuglant. Un instinct profond et primal l'avertissait que la tempête extérieure n'était rien comparée à celle qui s'abattait sur eux. La nuit passa dans un silence tendu et suffocant. Lily dormit par intermittence près de l'âtre, enveloppée dans les couvertures de laine de Miranda, criant parfois sous l'emprise de sombres rêves. Miranda ne dormit pas du tout. Il resta assis sur la chaise en bois à haut dossier, son fusil Winchester posé sur ses genoux, écoutant le rythme du vent. À l'aube, la tempête hurlante s'était réduite à un gémissement bas et plaintif. La forte chute de neige avait cessé, laissant derrière elle une couverture blanche immaculée et suffocante qui enterrait le paysage. La température avait encore chuté. Le givre à l'intérieur des vitres avait un pouce d'épaisseur. Miranda se leva silencieusement, ses articulations craquant dans le froid brutal de la cabane. Le feu s'était réduit à des braises rouges incandescentes. Il ajouta 2 grosses bûches de pain fendues, regardant les flammes lécher goulûment le bois sec. Lily s'agita, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. Elle parut désorientée une fraction de seconde avant que les souvenirs de la nuit précédente ne s'abattent sur elle. Elle se redressa rapidement, serrant les couvertures contre sa poitrine. « Bonjour !» grogna Miranda, se dirigeant vers le petit poêle en fer dans le coin pour chauffer de l'eau. « La tempête est-elle passée ?» demanda-t-elle, sa voix pâteuse de sommeil et de fatigue persistante. « Le pire, oui. Mais il y a 1,20 m de neige dehors. Les congères sont plus hautes. » Miranda versa de l'eau chaude dans une bassine et commença à faire mousser un blaireau. « Vos pieds vont mieux? » Lily remua ses orteils sous la couverture. « Ils me font mal, mais je les sens. Bien, parce que vous allez en avoir besoin. » Miranda se rasa le menton avec un rasoir droit, ses yeux rencontrant les siens dans le petit miroir fissuré accroché au mur. « Je sors explorer la crête, m'assurer que votre ami Higgins n'avait pas de compagnie qui le suivait de près. Il voyage habituellement avec au moins 2 autres, l'avertit Lily, se redressant en position assise. Des frères. Les Vance? Non, les frères Miller, Jacob et Eli. Ce sont des traqueurs, comme lui. Pire, en fait. » Miranda s'essuya le visage avec un chiffon et attrapa son lourd manteau en peau de bison. « Verrouillez la porte derrière moi. Ne l'ouvrez que si vous entendez 3 coups, une pause, puis 2 autres. Compris? » Lily hocha la tête, le visage pâle. Miranda sortit dans l'aube glaciale. Le froid fut d'un coup physique, gelant instantanément l'humidité dans son nez. Le monde était une étendue blanche, aveuglante et scintillante. Le silence des montagnes, habituellement un réconfort pour lui, semblait maintenant lourd et menaçant. Il chaussa ses raquettes et commença à faire un large périmètre autour de la cabane. Il vérifia ses pièges par habitude, mais ses yeux balayaient la lisière des arbres à la recherche de quoi que ce soit d'anormal. La neige fraîche aurait dû couvrir toutes les traces de la veille, offrant une page blanche. À un demi-kilomètre en bas de la crête, près du lacet dangereux qui menait à sa propriété, Miranda s'arrêta. Son sang se glaça. Là, coupant à travers la neige jusqu'à la taille, se trouvait une piste fraîche. Elle n'avait pas été faite pendant la tempête. Elle avait été faite après l'arrêt de la neige, aux premières heures du matin. Miranda s'agenouilla, inspectant les dépressions. Des chevaux, au moins 3, avançant péniblement dans la poudreuse profonde. Et accompagnant les chevaux, les marques distinctes et traînantes d'un homme marchant à côté d'eux, ouvrant probablement la voie pour les animaux épuisés. Ils étaient à moins d'1 heure. Miranda se releva, sa prise se resserrant sur la Winchester. Lily avait eu raison. Higgins n'était pas seul. Les frères Miller, ou qui que ce soit que Hayes ait envoyé, avaient parié à ils bravaient la tempête dans la lisière inférieure des arbres et faisaient maintenant la dernière poussée vers la cabane. Ils avaient probablement entendu le coup de feu qui avait tué Higgins il y a 2 jours,
ou il suivait simplement le seul chemin logique à travers le col. Miranda ne courut pas. Courir en raquette était un bon moyen de se casser une cheville, mais il se déplaçait d'un pas frénétique et dévorant le terrain vers la cabane. Son esprit tournait à plein régime. 3 hommes approchaient, lourdement armés, à la recherche d'une prime de 5 000 dollars et probablement assoiffés de sang pour leur compagnon mort. Quand il atteignait de la cabane, il frappa à la porte. 3 coups. Pause. 2 autres. Le lourd verrou de fer coulissa et Lily ouvrit la porte. Un regard sur le visage de Miranda lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Combien ?» demanda-t-elle, reculant pour le laisser entrer. 3 chevaux, au moins un homme à pied ouvrant de la voie. Ils montent par le lacet. Ils seront à la clairière dans 20 minutes. Miranda jeta son manteau et se dirigea immédiatement vers le coffre d'armes au pied de son lit. « Je dois partir, » dit Lily, la panique se mêlant enfin à sa voix. Elle commença à enfiler frénétiquement ses bottes humides. « Si je sors par la fenêtre arrière, je peux atteindre la lisière supérieure des arbres. Je peux les éloigner de vous. »« Ne soyez pas idiote, » aboya Miranda, sortant un fusil de chasse à double canon et une bandoulière de cartouches. « Vous ne feriez pas 100 mètres dans cette neige avant qu'ils ne vous repèrent. Et une fois qu'ils le feront, ils vous tireront dans le dos et viendront brûler ma cabane juste pour le plaisir. » Lily se leva, grimaçant alors que ses pieds sensibles supportaient son poids. « Ce n'est pas votre combat, Miranda. Vous l'avez dit vous-même. Je ne suis pas votre responsabilité. » Miranda se tourna vers elle, ses yeux flamboyants d'une intensité soudaine et féroce qui la cloua sur place. Il s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il la regarde dans ses grands yeux effrayés. « Vous en avez fait mon combat à la seconde où vous avez frappé à cette porte, » dit Miranda, sa voix un grognement bas et dangereux. « Vous croyez que des hommes qui travaillent pour Josiah Hayes vont frapper poliment et demander si j'ai vu une jolie fille avec un registre? Ils vont défoncer cette porte, me tirer dessus, vous prendre et réduire cet endroit en cendres pour cacher les preuves. » Il tendait la main, sa main rugueuse agrippant son épaule. Ce n'était pas un geste violent, mais il était inflexible. « J'ai passé 5 ans chez les Pinkerton à faire le sale boulot pour des hommes riches qui pensaient posséder le monde, » dit Miranda, les fantômes de son passé ressurgissant dans ses yeux. « Je suis venu dans ces montagnes pour m'éloigner des hommes comme Josiah Hayes. Je serais damné si je laisse ces chiens de meute traîner leur saleté dans ma maison. » Lily le fixa, le souffle coupé. L'homme des montagnes, endurci et cynique qui avait menacé de la jeter au loup la veille, avait disparu. À sa place se tenait un guerrier, se mettant au pied du mur par choix. « Que faisons-nous » murmura-t-elle. « Nous n'attendons pas qu'il frappe, hein » dit Miranda, se détournant et lui lançant le Derringer à crosse de nacre qu'elle avait rendu la veille. « Chargez ça. Ce n'est pas grand-chose, mais à bout portant, ça peut gâcher la journée d'un homme. » Miranda se dirigea vers la lourde table en chêne et la renversa sur le côté, créant une épaisse barricade en bois face à la porte. Il traîna la lourde bâche de toile recouvrant le corps d'Elias Higgins, plus loin dans le coin, hors de la ligne de tir. « Mettez-vous derrière la table, » ordonna Miranda, prenant sa position près de la fenêtre, entrebâillant le lourd volet en bois, juste assez pour y glisser le canon de la Winchester. « Gardez la tête baissée. Quand les tirs commenceront, le bois volera en éclats. Ne levez pas les yeux avant que je ne vous le dise. » Lily se précipita derrière la table renversée, ses mains tremblant alors qu'elle vérifiait les 2 chambres de son petit pistolet. Elle regarda Miranda, illuminée par un mince rayon de lumière matinale traversant le volet ouvert. Il semblait entièrement dans son élément, calme, concentré, un prédateur attendant dans les broussailles. « Miranda » appela-t-elle doucement par-dessus le crépitement du feu. Il ne se retourna pas, ses yeux rivés sur la clairière à l'extérieur. « Oui, si nous survivons à ça, » Lily déglutit difficilement, « je m'assurerai que vous obteniez le crédit pour avoir fait tomber Hayes. » Un rire sombre et sans humour lui parvint. « Mademoiselle Montgomery, si nous survivons à ça, la seule chose que je veux de vous est une promesse. » « Quelle promesse? » « Que vous ne frapperez plus jamais à ma porte. » Dehors, le craquement de la neige sous de lourds sabots brissa le silence matinal. Une voix forte et bourrue résonna à travers la clairière. « Hola, la cabane! Ouvrez au nom de l'autorité territoriale du Montana. » Miranda arma la Winchester. Le clic métallique fut le son le plus fort du monde.
Ça y est, murmura-t-il. Je sais que vous êtes là-dedans, Coulter. La voix qui tonnait à travers la clairière aveuglée par la neige n'appartenait pas à un vulgaire malfrate. Elle portait le timbre poli et arrogant d'un homme habitué à porter un insigne. Ici le marshal adjoint Emmett Caldwell. Nous avons suivi la piste d'Elias Higgins jusqu'à cette crête, et nous savons qu'il n'est pas redescendu. Ouvrez la porte et nous pourrons régler ça comme des hommes civilisés. Derrière la table en chaîne renversée, Lily serrait le Derringer à crosse de nacre si fort que ses jointures blanchirent. Elle regarda Miranda, ses yeux écarquillés par une nouvelle et terrifiante prise de conscience. Caldwell, elle articula, sa voix un fantôme silencieux dans la cabane tendue. C'est l'homme de Hayes au sein du service des Marshals. C'est lui qui a signé le mandat d'arrêt frauduleux contre moi. Miranda ne quitta pas le volet fissuré des yeux. À travers la fente étroite, il pouvait voir 3 hommes. 2 étaient montés sur des chevaux épuisés et fumants, les frères Miller, vêtus de lourds manteaux de bison, leurs fusils reposant menaçants sur leurs pommeaux de sel. Le 3e homme, Caldwell, se tenait près de la lisière des arbres, tenant les rênes de son cheval rouant, une étoile d'argent brillant de manière odieuse contre son revers de laine sombre. Les hommes civilisés ne chevauchent pas avec les chiens d'attaque de Josiah Hayes, Caldwell, rugit Miranda en retour, sa voix tranchant le vin mordant. Et ils ne chassent pas des femmes innocentes sur la base de mandats falsifiés. Un lourd silence tomba sur la clairière, rompu seulement par le reniflement des chevaux. Caldwell cracha un jet de jus de tabac sombre dans la neige immaculée. La façade de l'homme de loi disparut instantanément. « Eh bien, alors, cria Caldwell en retour, sortant un lourd revolver Smith & Wesson. C'est vraiment dommage. J'espérais alléger la paperasse aujourd'hui. Jacob, Eli, faites-le sortir par le feu. » L'immobilité du matin vola en éclats. Miranda ouvrit le volet en bois d'un coup de pied et tira avec la Winchester en un seul mouvement fluide. La détonation du fusil fut assourdissante à l'intérieur de la petite cabane. Dehors, Eli Miller fut projeté en arrière de sa selle, avant même de pouvoir lever sa carabine, une tache rouge s'épanouissant sur le devant de son manteau de bison. « Baissez-vous » hurla Miranda à Lily, rechargeant une autre cartouche dans la chambre. Une grêle de plomb s'abattit sur la cabane. Les murs de rondins épais absorbèrent la plupart de l'impact avec des bruits sourds et lourds, mais une volée de balles du fusil de Jacob Miller brisa la fenêtre avant, faisant pleuvoir du verre déchiqueté sur le sol. L'air se remplit instantanément de l'odeur âcre de la poudre noire et de la piqûre aveuglante des éclats de bois. Miranda se laissa tomber sous le rebord de la fenêtre, attendant la pause dans le rythme du levier de Jacob. Dès qu'elle arriva, Miranda se redressa et tira 2 fois. Le cheval de Jacob se cabre de panique, projetant le traqueur dans la profonde congère. « Il est coincé !» cria Miranda par-dessus son épaule. « Gardez la tête baissée, Lily. » Mais Miranda avait sous-estimé le marshal adjoint. Tandis que les frères Miller avaient attiré le feu de Miranda à l'avant, Caldwell avait pataugé dans la neige jusqu'à la taille sur le côté aveugle de la cabane. Un fracas soudain et violent retentit à l'arrière de la pièce. La petite fenêtre couverte de givre au-dessus de la couchette de Miranda vola en éclats. Le haut du corps de Caldwell se fraya un chemin à travers le cadre, son revolver balayant la pièce. Ses yeux fixés sur Lily, blottis derrière la table, le registre relié en cuir serré contre sa poitrine à côté du minuscule Derringer. « Je t'ai trouvé, petite voleuse !» ricana Caldwell, armant le chien de son lourd pistolet. Miranda se retourna, mettant la Winchester en joue, mais il était une fraction de seconde trop tard. Le pistolet de Caldwell était déjà pointé sur Lily. La détonation fut assourdissante, mais elle ne provenait pas du Smith & Wesson de Caldwell. Lily avait passé son bras par-dessus le bord de la table, les yeux fermés, et avait appuyé sur la détente du Derringer. La petite balle de calibre 40 et un attrapa parfaitement Caldwell à l'épaule droite. Ce n'était pas un tir mortel, mais l'impact fit tourner le marshal adjoint, provoquant la décharge sauvage de son lourd revolver dans le plafond. Caldwell hurla de douleur et de choc, basculant en arrière par la fenêtre et disparaissant dans la congère à l'extérieur. « Je l'ai touché !» halta Lily, regardant le canon fumant du minuscule pistolet avec incrédulité. « Ne vous réjouissez pas encore !» cria Miranda, se précipitant vers la fenêtre arrière. Il regarda juste à temps pour voir Caldwell, se tenant l'épaule ensanglantée,
lancer maladroitement une lanterne à pétrole allumée à travers le cadre brisé. Miranda tenta de la repousser avec la crosse de son fusil, mais il manqua son coup. Le globe de verre se brisa contre le poêle en fonte dans le coin. Une vague de pétrole en feu éclaboussa le plancher en bois sec et la bâche de toile recouvrant Elias Higgins. Les flammes éclatèrent instantanément, dévorant goulûment l'amorce sèche de la cabane. Nous devons bouger. Miranda attrapa Lily par le bras, la relevant de derrière la table. La fumée s'épaississait déjà, leur brûlant les poumons et leur faisant pleurer les yeux. La porte d'entrée est un piège mortel. Toussa Miranda, lui fourrant dans les mains un sac à dos en toile rempli de munitions et de viande séchée. Jacob est toujours là dehors, attendant que nous sortions en courant. Alors comment sortons-nous? Toussa Lily, couvrant sa bouche avec sa manche alors que les flammes grimpaient sur les murs de rondins. La cave, dit Miranda, la traînant vers un lourd tapis au centre de la pièce. Il le repoussa d'un coup de pied, révélant une trappe en bois affleurante. Il l'ouvrit d'un coup sec, révélant un trou de terre sombre. Elle débouche sur un fossé de drainage à 50 mètres en bas de la crête. Bougez. Lily n'hésita pas. Elle fourra le registre dans le sac à dos et se laissa tomber dans la cave sombre et glaciale. Miranda attrapa son manteau de bison, ses raquettes et un lourd fusil de bison Sharps du mur avant de sauter après elle. Il referma la trappe juste au moment où les poutres du toit au-dessus d'eux commencèrent à gémir sous la chaleur intense de l'enfer. La reptation dans le tuyau de drainage fut un cauchemar claustrophobe. La terre était gelée, leur écorchant les mains et les genoux. Au moment où ils poussèrent la sortie obstruée par la neige dans le profond ravin, Lily haletait, ses poumons brûlant à la fois de l'effort et de la fumée résiduelle. Ils émergèrent dans un monde d'un blanc aveuglant. Au-dessus d'eux, une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel d'hiver clair, marquant le bûcher funéraire du sanctuaire de Miranda. « Ils verront la fumée depuis la vallée », marmonna Miranda, chaussant ses raquettes avec des mouvements urgents et experts. Il en lança une paire à Lily. « Jacob se rendra compte que nous n'avons pas brûlé avec la cabane une fois que le feu se sera calmé. Nous avons 1 heure d'avance, peut-être 2. Serrez bien ça. »« Où allons-nous » demanda Lily, ses doigts tripotant maladroitement les lanières de cuir. L'adrénaline s'estompait et la réalité brutale du froid des Bitterroot se réaffirmait violemment. « Pas en bas, dit Miranda, pointant son doigt ganté vers les pics déchiquetés et imposants au-dessus d'eux. Le fait que Caldwell ait survécu change les choses. Il télégraphiera à Hayes. D'ici la tombée de la nuit, chaque chasseur de primes, homme de loi corrompu et tueur à gages du territoire, grouillera sur les sentiers inférieurs. Nous montons par l'enclume du diable. Lily fixa le mur de granit et de glace infranchissable. Miranda, c'est du suicide. Personne ne traverse l'enclume en plein hiver. C'est exactement pourquoi les hommes de Hayes ne nous y chercheront pas, répondit Miranda, hissant le lourd fusil Sharp sur son épaule. C'est soit la montagne, soit la corde du bourreau, Lily. Faites votre choix. Elle regarda la cabane en feu, puis l'étendue gelée devant elle. Elle serra la dernière lanière de sa raquette et se leva, la mâchoire serrée avec un défi obstiné qui fit se contracter la poitrine de Miranda d'un élan d'admiration inattendu. « Montrez le chemin, Monsieur Coulter. » La piste était une descente angoissante dans un enfer physique. La neige était poudreuse et profonde, les combattants à chaque pas. Miranda ouvrait la voie, sa silhouette massive se frayant un chemin à travers des congères qui atteignaient parfois sa poitrine. Lily suivait dans son sillage, plaçant ses pieds exactement dans ses empreintes, sa respiration un râle saccadé et rythmé dans l'air glacial. En fin d'après-midi, le soleil plongea derrière les pics de l'ouest, plongeant le monde dans un crépuscule violet et contusionné. La température chuta si vite que cela ressemblait à un poids physique les écrasant. Lily trébucha, ses genoux cédant, et elle tomba le visage dans la neige. Miranda fut à ses côtés en un instant. Il la releva, ses mains rudes mais sûres. « N'arrêtez pas. Si vous arrêtez de bouger maintenant, votre sang gèlera dans vos veines. »« Je ne peux pas, » sanglota-t-elle, ses lèvres teintées d'un bleu terrifiant. « Mes jambes, elles ne veulent plus. » Miranda ne discuta pas. Il connaissait les signes de l'effondrement systémique. Il balaya du regard les affleurements rocheux autour d'eux. Là, il désigna une fissure étroite dans la paroi rocheuse, partiellement protégée par un pin massif et surplombant. Une tanière d'ours. Vide. Venez.
Il la porta pratiquement sur les 50 dernières mètres. La grotte était peu profonde et empestait le musc animal ancien, mais elle bloquait le vent mortel. Miranda retira immédiatement son lourd manteau de bison et le posa sur le sol en pierre. Il força Lily à s'allonger dessus, l'enveloppant étroitement dans la fourrure épaisse et isolante. Ensuite, il se mit à faire un feu. Il avait attrapé une boîte de chure imbibée de pétrole avant de fuir la cabane. En quelques minutes, un petit feu sans fumée projetait une chaleur désespérée et vacillante contre les murs de pierre. Il fit fondre de la neige dans une petite tasse en fer blanc, ajouta une grosse pincée de café moulu et la tendit à Lily. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle en renversa la moitié sur son menton. « Buvez !» ordonna-t-il doucement, s'agenouillant à côté d'elle. Alors que la chaleur commençait à pénétrer ses os gelés, Lily leva les yeux vers Miranda. La lumière du feu mettait en relief ses traits accusés. Il y avait une égratignure sanglante sur sa pommette gauche, un éclat de la cabane qu'il n'avait même pas remarqué. Sans réfléchir, elle tendit la main, ses doigts tremblants touchant doucement la blessure. « Vous saignez. » Miranda tressaillit légèrement, se retirant de son contact. Ce n'était pas par colère, mais par un instinct de défense profond et ancré. « Ce n'est rien. Un éclat de bois. »« Pourquoi faites-vous ça, Miranda? » demanda-t-elle, sa voix retrouvant une fraction de sa force. « Vous avez perdu votre maison aujourd'hui à cause de moi. Vous auriez pu sortir de cette cabane et me livrer à Caldwell. Il vous aurait payé la prime. » Miranda fixa le petit feu, les muscles de sa mâchoire se contractant. Pendant un long moment, le seul son fut le hurlement du vent à l'extérieur de l'entrée de la grotte. « Il y a 5 ans, commença Miranda, sa voix plus rude que les murs de granit qui les entouraient. Je travaillais pour les Pinkerton à Denver. Mon patron était un homme nommé Jeremiah Flint, un homme dur. Nous avions été engagés par un conglomérat minier pour briser une grève de mineurs dans les San Juans. Ça a mal tourné. » Lily serra plus fort le manteau de bison, écoutant attentivement. « Le chef du syndicat avait une femme, Sarah, » continua Miranda, ses yeux devenant vides, fixant un fantôme que lui seul pouvait voir. « Flint nous a ordonné de la prendre, de l'utiliser comme levier pour forcer les mineurs à se rendre. Je lui ai dit que c'était mal. Je lui ai dit que nous étions des hommes de loi, pas des voyous. » Il ramassa une petite brindille et la cassa entre ses doigts, jetant les morceaux dans les flammes. « Flint m'a dit de me retirer ou de faire face à une cour martiale. Je me suis retiré. Je les ai laissés la prendre. » Miranda marqua une pause, le poids du souvenir menaçant de l'écraser. Les mineurs ont essayé de la sauver cette nuit-là. Dans la fusillade, elle a été tuée. Une femme qui n'avait rien à voir avec leur fichue mine de cuivre, morte parce que j'ai suivi les ordres au lieu de ma conscience. Lily tendit à nouveau la main, et cette fois, Miranda ne se retira pas. Elle posa sa main sur la sienne, rude et cailleuse. « J'ai juré sur sa tombe, » murmura Miranda, regardant dans les yeux de Lily. « J'ai juré que je ne laisserai plus jamais un autre homme avec de l'argent et du pouvoir utiliser une femme comme un pion. Je suis venu ici pour fuir le monde. Mais quand vous avez frappé à ma porte, saignante et gelée, tenant un registre qui pourrait pendre un monstre comme Hayes, » il retourna sa main, ses doigts se refermant doucement sur les siens. « J'ai réalisé qu'on ne peut pas fuir le monde, Lily. Finalement, il faut se retourner et riposter. » Le souffle de Lily se coupa. Dans la grotte glaciale et désolée, un profond changement se produisit entre eux. Ce n'était plus un chasseur de primes et sa proie, ou un sauveur réticent et une fugitive désespérée. C'étaient 2 personnes brisées, liées par un ennemi commun et un besoin désespéré de rédemption. « Nous traverserons l'enclume, » dit Lily, une étincelle féroce et indéniable s'allumant dans ses yeux. « Et nous mettrons Josiah Hayes à genoux. » Miranda offrit un sourire sombre et fin comme une lame de rasoir. « Dormez un peu, mademoiselle Montgomery. L'enclume n'est que le début. Demain, nous traversons les champs de glace. » L'aube n'arriva pas sur l'enclume du diable. Elle se contenta de suinter à travers les nuages de tempête dans des teintes meurtries de violet et de gris. Miranda et Lily émergèrent de la tanière d'ours peu profonde dans un monde dépourvu de pitié. La température avait chuté à 20 degrés sous zéro, un froid si absolu qu'il semblait geler l'oxygène même dans leurs poumons. Devant eux se trouvait l'enclume, une crête longue d'1 kilomètre, fine comme une lame de rasoir, faite de glace bleue ancienne et de granit déchiqueté, qui reliait les basses Bitterroots aux hautes terres de l'Idaho.
Un seul faux pas signifiait une chute de 1000 pieds dans les gorges rocheuses en contrebas. On s'encorde ici, ordonna Miranda, sa voix étouffée derrière une épaisse écharpe de laine. Il déroula une longueur de corde de chanvre épaisse de son sac, nouant un nœud de chaise complexe autour de la taille de Lily avant de fixer l'autre extrémité à sa propre lourde ceinture de cuir. « Si je glisse ?» demanda Lily. Ses dents claquaient si fort que les mots étaient fracturés. « Alors j'enfonce mes crampons dans la glace et je prie pour que mes jambes soient plus fortes que la gravité, » répondit sombrement Miranda. « Gardez les yeux sur l'espace entre mes omoplates. Ne regardez pas en bas. » Ils commencèrent l'ascension. Le vent était un adversaire physique, les frappant de rafales violentes qui menaçaient de les arracher de la montagne. Miranda balançait son lourd piolet avec une efficacité rythmique et brutale, taillant de petites prises pour les pieds dans la surface vitreuse. Lily suivait, ses petites bottes gelées trouvant les poches qu'il créait. Ses muscles hurlaient d'agonie, ses poumons brûlant à chaque inspiration saccadée d'air raréfié. Les heures se fondirent dans un vide intemporel de blanc et de gris. Vers midi, ils avaient atteint le sommet de l'enclume. Le monde s'effaçait des deux côtés, révélant un panorama à la fois époustouflant et terrifiant des montagnes rocheuses. Miranda s'arrêta, s'appuyant lourdement sur son piolet, permettant à Lily de se reposer contre la paroi de granit gelé. Il sortit sa longue vue de son manteau et balaya le long sentier sinueux qu'ils avaient laissé derrière eux. Son sang se glaça plus que l'air de la montagne. « Nous avons de la compagnie, » grogna Miranda, tendant la longue vue à Lily. Elle plissa les yeux à travers le tube de laiton. À 2 miles en bas de la crête, se déplaçant avec la détermination implacable d'un insecte prédateur chevronné, se trouvait une seule silhouette. « Jacob Miller », murmura Lily, abaissant la longue vue. « Il a survécu à l'incendie. »« Et il voyage léger », observa Miranda, ses yeux se plissant. « Pas de cheval, pas de sac lourd. Juste un fusil et une soif de sang. Il comblera l'écart d'ici la tombée de la nuit si nous ne bougeons pas. » Mais bouger n'était plus une simple question de marche. La descente dans la vallée de l'Idaho était une pente raide et dangereuse de schistes meubles et de glace glissante. Soudain, un craquement sec résonna dans la gorge, suivi du sifflement terrifiant d'une balle de gros calibre ricochant sur le granit à quelques centimètres de la tête de Lily. Une pluie d'éclats de roches tomba sur sa capuche. « Baissez-vous » rugit Miranda, la plaquant dans une dépression peu profonde de la glace. Le son du coup de feu, une détonation lourde et retentissante, remonta la montagne 2 secondes plus tard. « Fusil de Bison Sharps » déduisit Miranda, essuyant une traînée de sang sur sa joue où un éclat de roche l'avait éraflé. Il s'est installé sur le plateau inférieur. Il a l'avantage du terrain sur notre descente. Il est à 1 kilomètre, haleta Lily, se pressant à plat contre la terre gelée. Comment peut-il même nous voir? Les frères Miller ont fait leurs armes en chassant les Apaches avec Charlie Seringo dans le territoire du Nouveau-Mexique, dit Miranda, sortant sa propre Winchester de son épaule, bien qu'il sût que le fusil à levier était inutile à cette distance. Ils ne manquent pas leur cible 2 fois. Un autre boom massif retentit et un geyser de glace bleue explosa à un pied à gauche de Miranda. Jacob ajustait ses tirs, réglant sa mire. « Nous sommes des cibles faciles, » dit Lily, la panique commençant enfin à poindre dans sa voix. Elle serra le lourd sac à dos en toile contenant le registre de Josiah Hayes contre sa poitrine. « Il va nous abattre un par un. »« Pas si je lui donne autre chose à viser, » grogna Miranda. Il déboucla sa lourde ceinture de cuir, libérant la corde qui le liait à Lily. « Que faites-vous » cria-t-elle, attrapant son bras. « Il y a un surplomb à 50 mètres sur le sentier. Il crée un angle mort, » expliqua Miranda, désignant un affleurement rocheux déchiqueté. « Quand j'attirerai son feu, vous courez. Vous ne regardez pas en arrière. Vous ne vous arrêtez pas. Vous vous mettez derrière ce rocher et vous continuez jusqu'à la lisière des arbres. »« Je ne vous laisserai pas, » cria Lily par-dessus le vent hurlant, ses yeux flamboyants d'un défi soudain et féroce. « Nous avons survécu à la cabane. Nous avons survécu à la tempête. Nous finissons ça ensemble. Lily, écoutez-moi. » Crac, la 3e balle frappa Miranda en plein dans l'épaule gauche. La force cinétique pure de la lourde balle de plomb le fit tourner comme une poupée de chiffon, le projetant en arrière sur la glace glissante. Sa Winchester tomba inutilement hors de portée, glissant par-dessus le bord du précipice.
Miranda rugit de douleur, sa main droite se refermant instantanément sur la blessure. Du sang, d'une clarté choquante sur la neige immaculée, commença à s'accumuler sous lui. Miranda! Cria Lily, abandonnant son abri et se précipitant sur la glace exposée vers lui. En bas dans la vallée, Jacob Miller rechargea une autre cartouche dans son Sharps fumant, un sourire cruel s'étirant sur son visage gelé. Il prit son temps, posant le lourd canon sur un rocher, alignant le réticule directement sur le centre du dos de Lily Montgomery, alors qu'elle s'agenouillait sur l'homme des montagnes tombées. Il expira lentement, son doigt se resserrant sur la détente. Clic. Jacob fronça les sourcils, retirant le fusil de son épaule. Il vérifia la culasse. Un raté. Le froid intense avait gelé le percuteur. Frustré, il sortit son lourd couteau de chasse de sa ceinture pour dégager l'étui en laiton coincé. Cette seconde gelée fut tout ce dont Lily avait besoin. Elle n'essaya pas de soulever Miranda. Elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Au lieu de cela, elle attrapa la longueur de corde de chanvre abandonnée, attacha une extrémité à une flèche de granit déchiquetée et enroula l'autre autour de la poitrine de Miranda. « Lily, fuyez !» toussa Miranda, son visage d'une pâleur mortelle, son sang transformant la neige en une mosaïque horrible. « Taisez-vous !» siffla-t-elle, ses mains bougeant avec une vitesse frénétique et terrifiante. Elle plongea la main dans le manteau de Miranda, ses doigts contournant sa blessure, et attrapa le lourd Colt Dragoon de son étui d'épaule. Elle se leva, s'exposant entièrement à la gorge en contrebas. Elle n'avait pas de fusil, elle n'avait pas la portée, mais elle avait quelque chose que Jacob Miller n'avait pas prévu. L'instabilité volatile de l'enclume du diable. Lily vissa le lourd Colt, non pas vers la tache lointaine du tireur d'élite, mais vers l'énorme corniche de neige et de glace ancienne, suspendue directement au-dessus de la position de Jacob sur le plateau inférieur. Elle arma le chien, tira, arma, tira, arma, tira. Elle vida les 6 chambres du massif revolver de calibre 44 dans la base de la plateforme de glace. Les lourdes balles s'enfoncèrent profondément dans les lignes de faille du glacier. Pendant un moment terrifiant, rien ne se passa. Les échos des coups de feu s'évanouirent dans le vent. Puis, la montagne gémit. C'était un son qui vibra à travers la semelle de leurs bottes, un profond déplacement tectonique. En bas, Jacob Miller dégagea enfin son fusil coincé. Il leva les yeux, ses prunelles s'écarquillant d'horreur absolue, alors que le ciel au-dessus de lui se fracturait. 1000 tonnes de glace bleue et de neige compactée se détachèrent de la paroi de la montagne. Ça ne tomba pas. Ça déferla comme un raz-de-marée gelé, une avalanche rugissante et catastrophique qui consuma tout le plateau inférieur dans un nuage de poudre blanche aveuglante. Jacob Miller n'eut même pas le temps de crier avant que la montagne ne l'avale tout entier. Lily resta figée, le pistolet fumant pendant mollement dans sa main, fixant l'étendue vide où leur bourreau se trouvait quelques secondes auparavant. Un faible rire étranglé par le sang la sortit de sa transe. Elle baissa les yeux pour voir Miranda, le visage cendré, la regardant avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Rappelez-moi, » râla Miranda, ses yeux papillonnants, « de ne jamais vous mettre en colère, mademoiselle Montgomery. » Lily tomba à genoux, déchirant l'ourlet de sa robe de laine pour panser son épaule saignante. « Restez avec moi, Miranda. Je vous sors de cette montagne. » Il leur fallut 3 jours exténuants pour atteindre la ville minière d'argent de Wallace, en Idaho. À ce moment-là, Miranda était à peine conscient, dérivant dans un délire fiévreux, tandis que Lily le traînait à travers le terrain accidenté. Elle avait fabriqué un travois rudimentaire avec des branches de pin et de la corde, tirant son poids avec une détermination pure et un refus de le laisser mourir. Chaque pas lui coûtait de la force, mais elle ne s'arrêta jamais. Wallace les accueillit avec du bruit et du chaos, une ville en plein essor qui débordait de toutes parts. Des devantures en bois bordaient des rues boueuses et le tonnerre des bocards remplissait l'air. C'était sale, bruyant et surtout anonyme, exactement ce dont ils avaient besoin. Lily dépensa le reste de son argent caché pour obtenir une petite chambre à l'arrière d'une pension tranquille. Pendant 4 jours, elle dormit à peine. Elle nettoya les blessures de Miranda, changea ses bandages et lui fit boire de l'eau et du whisky pour combattre l'infection. Elle joua le rôle d'une épouse dévouée à la perfection, mais l'épuisement se lisait dans chacun de ses mouvements. Le 5e jour, Miranda se réveilla enfin. Sa vision se stabilisa sur Lily,
affalé et endormi sur une chaise à côté de lui. Prudemment, il tendit la main, écartant une mèche de cheveux auburn de son visage. Elle sursauta instantanément, sa main volant vers le Derringer sur ses genoux. « Doucement, râla-t-il faiblement. C'est juste moi. » Le soulagement brisa son sang-froid endurci. Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle se penchait vers lui. Son corps tremblait de sanglots silencieux. Il passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Vous m'avez sauvé la vie, murmura-t-il. « Vous avez sauvé la mienne d'abord, répondit-elle en se reculant. Puis, plus calme, elle expliqua qu'elle avait envoyé un télégramme crypté au juge fédéral Hiram Knowles et au marshal américain. Elle leur avait parlé du registre de Hayes et avait demandé leur protection. « Ils arrivent aujourd'hui, dit-elle en lui tendant le télégramme. Miranda jeta un coup d'œil à l'horloge. 14h15. « Alors, nous devons bouger, dit-il. Faible, mais déterminé, il s'habilla et attacha son colt. S'appuyant lourdement sur une canne, il suivit Lily dans les rues froides et enfumées. Ils se dirigèrent lentement vers le dépôt de la Northern Pacific. À 14h50, ils atteignirent le quai. Quelque chose n'allait pas. Miranda le remarqua immédiatement. Un wagon privé rutilant, silencieux sur une voie de garage, attendait. La porte s'ouvrit. 4 hommes bien habillés en sortirent, se déplaçant avec une précision glaçante. Des Pinkerton. Puis vint Josiah Hayes, froid et calme, et à côté de lui, Jeremiah Flint. Miranda se figea. Flint était un fantôme de son passé, un homme lié au sang et à la trahison. Hayes n'a pas seulement envoyé des chasseurs, marmonna Miranda. Il a engagé l'agence. Flint le reconnut instantanément. Un sourire cruel se répandit sur son visage. Il provoqua Miranda, lui offrant de l'argent en échange de Lily et du registre. Hayes exigea le livre. Lily s'avança à la place, le menton haut, le Derringer stable dans sa main. « Mon père était un homme honnête, dit-elle. Vous êtes un meurtrier. » Hayes perdit patience. « Prenez-les. » Flint dégaina le premier. Miranda n'essaya pas de le surpasser. Il plaqua Lily au sol alors qu'une balle brisait l'espace où il se tenait. En roulant, Miranda tira bas. Son tir pulvérisa la rotule de Flint. L'homme hurla, s'effondrant. Les autres agents levèrent leurs armes. Puis un sifflet déchira l'air. Une locomotive à vapeur rugit dans la guerre. Avant qu'elle ne s'arrête complètement, des marshals américains armés en sortirent en masse. À leur tête se tenait le marshal Thomas Smith. « Baissez vos armes. » En infériorité numérique, les Pinkerton se rendirent. Hayes tenta de se justifier, mais Smith le coupa. « Vous êtes en état d'arrestation. » Lily tendit le registre. « Tout est là-dedans. » Alors que Hayes et Flint étaient emmenés, le chaos s'estompa. Le silence revint sur le quai. Lily aida Miranda à se relever. Pour la première fois, le poids de tout sembla se lever. Miranda la regarda. Quelque chose de plus doux dans ses yeux maintenant. « Je suppose que c'est ici que nos chemins se séparent, » dit-il doucement. Lily s'approcha, sa main se posant contre sa mâchoire. « Je me souviens de quelqu'un me disant de ne plus frapper à sa porte. » Miranda esquissa un faible sourire fatigué. « Ma cabane a disparu. Il n'y a plus de porte. » Elle soutint son regard. « Alors, nous en construirons une nouvelle. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle l'embrassa, féroce et certaine. Pas d'hésitation, pas de doute, mais quelque chose de forgé par la survie et le feu. Miranda laissa tomber sa canne, la serrant contre lui, s'accrochant à la seule chose qui ressemblait encore à un foyer. Les légendes des monts Bitterroot sont généralement écrites dans le sang et la glace, racontées à voix basse autour de feux de camp mourants. Elles parlent de loups fantômes, de blizzards impitoyables et d'hommes qui sont entrés dans les bois pour ne jamais revenir. Mais le conte le plus durable, transmis dans la vallée de Gallatin, n'est pas une tragédie. C'est l'histoire de la mort blanche de 83. On dit qu'un démon nommé Hayes régnait sur le territoire jusqu'à ce qu'une femme fragile avec un registre plein de péchés braves l'enclume du diable pour le faire tomber. Mais elle ne l'a pas fait seule. Les habitants sourient en racontant le reste de l'histoire. Comment la tempête ne l'a pas consumée parce qu'elle a trouvé le seul homme des montagnes assez sauvage pour combattre le monde pour elle. Elle a demandé son feu. Et en retour, Miranda Coulter lui a donné son cœur, allumant une flamme que l'hiver ne pourrait jamais éteindre.